Bonjour à tous et bienvenue finalement pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment depuis quand j'ai pas monté des vidéos avec des cordages sur ma chaîne à cause du fait que j'ai déménagé. Et là me voilà de retour avec une raquette qui a été demandée. De toute façon, j'avais envie de la faire, mais elle a été aussi demandée. Et il s'agit bien d'une Prince O3. C'est une raquette qui est complètement différente par rapport à toutes les autres raquettes qu'on connaît, par rapport à toutes les marques. Et elle est particulière accordée et je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il s'agit d'une raquette avec un cadre troué. D'accord. On n'a pas la disposition des joncs qu'on retrouve sur les raquettes normales si vous voulez. C'est une création de la marque Prince. Et pour comprendre pourquoi ce cadre, il faut que je vous explique un tout petit peu l'histoire de la marque. Donc je vais essayer de faire vite. Donc Prince, hop, est touché sans faire exprès. Prince, une marque qui a été créée dans les années 70, au début des années 70. Entre-temps, je vais la monter aussi. Euh, et qui est originaire des États-Unis et plus exactement de Princeton, Virginia. C'est de là le nom de Prince et pas Prince comme on le prononce en français. Cette marque, au début, il faisait des lance-balles. Et à un moment donné, un certain Howard Head, donc oui, le Head, qui à l'époque produisait, bon, ingénieur aéronautique, mais qui à l'époque produisait uniquement des équipements pour sport-hiver, vient à l'Académie Prince pour prendre des cours de tennis. Alors, 70 par là. Ce qui s'est passé, c'est qu'il était un peu maladroit. Et il n'arrivait pas avec les raquettes en bois. Et il les trouvait plus lourdes, trop lourdes, la taille du tamis trop petite, et il n'arrivait pas du tout. Donc il se met avec Prince à créer ce qui est devenu dans l'histoire du tennis la première raquette en cadre alu avec un tamis surdimensionné de 110 pouces. Et cette raquette, elle est restée dans l'histoire comme la Prince Classic 110. Donc de là, Prince, ils ont vite commencé à être la marque numéro 1 utilisée dans le circuit, jusqu'à quand, au début des années 2000, 2003, plus exactement, si je ne me trompe pas, un certain Andy Roddick vient de jouer avec une certaine marque Babolat, la Pure Drive, qui aujourd'hui arrive à sa 11e génération, il me semble. Et de là, Prince, probablement, ils se sont dit, bon, ils vont pas s'en sortir. Nous, on est numéro 1, donc ça ne va pas le faire. Et bien, avec une très bonne stratégie de marketing, Babolat, qui, eux, ils étaient producteurs des cordes, des cordages à l'époque, arrive à détrôner Prince. Donc, depuis, Prince, ils sont dans une bataille de remettre et de redonner le nom à la marque ou de la replacer dans les tops où c'est qu'elle avait sa place dans les élites. Euh, Malheureusement, ils n'ont pas trop arrivé à faire ça. Ils étaient à plusieurs fois pas loin de faire faillite. Ils se sont fait racheter encore jusqu'à quand au jour d'aujourd'hui, il n'y a que Tennis Warehouse qui distribue les raquettes Prince. Ils ont essayé d'avoir des partenariats avec Hydrogène, la marque avec la tête de mort si ça vous parle. Et cette raquette en particulier, c'était une autre tentative de créer autre chose qui allait les amener au sommet, à la gloire connue à l'époque. Sachant que pour eux, le dernier porte-drapeau vraiment qui a emporté des titres de Grand Slam, c'était Maria Sharapova. Et puis on a eu John Isner, Iga Swiatek qui a joué avec Prince et qui est passé au Technifibre. Bon, ça, c'est la petite histoire et c'est pour ça qu'ils ont arrivé à faire ça. Et malheureusement pour eux, c'est une raquette qui n'est pas tout à fait simple à accorder. Et je pense que si la raquette elle n'est pas simple à accorder, à un moment donné, il y aura un certain refus de la part des cordeurs. Et si tu n'as pas de cordeur, tu n'as pas de raquette. Bon, ça c'était la petite introduction. Entre-temps, vous m'avez vu changer la raquette, extrêmement important.
Je ne vais plus la monter, mais là, ça me marque le P comme il faut et pas à l'envers. Si je place cette raquette à l'envers et que je ne m'aperçois pas tout de suite, je ne pourrai pas accorder la raquette. Le nœud de départ, il est ici à droite. Si je tourne la raquette, attention, le nœud il va tomber à gauche. C'est pas grave. Mais si jamais vous faites un nœud de départ et que vous allez serrer le nœud et pas dans le bon endroit, il faut tout recommencer. Je ne vais pas vous montrer la partie montante puisque ce n'est pas ça la plus intéressante. Je vais vous montrer directement les travers puisque c'est avec ça. C'est le sujet d'aujourd'hui, les travers et la disposition, les possibilités qu'on a et on va voir ensemble ce qui va se passer. Donc je vais mettre mes montants et je vous donne rendez-vous pour les travers. A tout de suite. Ok, on attaque. Alors, comme je vous ai expliqué, très important, le nœud, il doit se situer ici à droite. Si je tourne la raquette, ça va être à droite. Et comme vous savez que moi, je commence toujours par la deuxième corde, je vais arriver à faire ce nœud à droite puisque je vais aller à l'envers. Je ne sais pas si j'ai pas précisé qu'en fait, ces trous-là, on les appelle des ports O. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement la forme d'un O. C'est pour ça que vous allez trouver sur les descriptions Prince O Port, donc en anglais. Et désolé pour l'erreur, c'était pas Princeton, Virginia, c'était plutôt Princeton, New Jersey. Mais bon, c'est qu'un détail. Je vais m'installer ma première corde. J'ai laissé un tout petit peu la place pour que vous arriviez à voir le départ vers le moteur. Ça, c'est super important. Vous allez comprendre pourquoi. Mais bon, en général, cette raquette, si vous l'avez achetée neuve, elle aurait dû être fournie avec un boomerang. C'est un truc en caoutchouc qui s'insère dans le trou. D'accord, dans ce port, ça vient quelque chose genre un boomerang, d'accord, ou allez, je vous montre mieux ici. Je ne l'ai pas, et même si j'allais l'avoir, je n'allais pas utiliser parce que ce port, il m'oblige de placer la pince quelque part par ici. Et ça ne me va pas du tout. Moi, le but, c'est de mettre la pince là, au plus près du cadre. Mais vous allez voir, moi, personnellement, j'ai trouvé un petit outil qui est super rigolo, j'en suis sûr que ça va vous faire rigoler, mais croyez-moi, ça marche et je m'en sers. Ça coûte rien du tout, mais vous allez voir que c'est rigolo et c'est une des options. Donc jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Et ici, à partir d'ici, parce que là j'ai le port haut, là j'ai un trou simple. C'est pour ça que je vous ai dit, si jamais vous allez me placer la raquette à l'envers, on n'allait pas pouvoir l'accorder. Donc, c'est pour ça que il faut faire très attention avec cette raquette. Et je vous ai laissé aussi, je vous ai fait aussi une vidéo par rapport au petit côté d'une raquette et je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite pour le voir et là vous allez comprendre mieux pourquoi il est si important de placer les raquettes correctement sur le plateau. Ok, celle-ci elle est bien aussi, mais de l'autre côté on va commencer à voir les problèmes. En gros, qu'est-ce qui va se passer? Soit je bloque mon plateau, soit sinon, vous allez voir, je vais essayer de tourner, manuellement ce plateau-là. C'est quelque chose qui ne m'arrange pas forcément et c'est pour ça que j'évite de le faire. Mais c'est une des solutions. De toute façon, on va les voir une par une. Voilà. Déjà ici, on a un problème parce que là, quand je vais aller vers le moteur, je vais avoir ça. Alors, quoi faire?
Là, si je bloque le plateau, je vais être contre le poteau, donc ça ne va pas le faire. Alors, si je fais ça, si je sors la corde de l'autre côté, est-ce que ça va changer quelque chose? Ça fait un petit moment depuis quand j'ai plus cordé une telle raquette. Donc, ça ne va pas faire grand-chose. Je vais gagner un peu d'angle, mais ça ne va pas faire grand-chose. Alors, ma solution, je vais laisser ça ici parce que la friction contre ce poteau, elle est moins importante que si j'allais être de l'autre côté. Donc, je vais me mettre la corde suivante. Et puis, je vais m'en servir pour la première fois de mon outil que j'ai découvert dans ma salle de bain pendant que j'étais en train de réfléchir comment je pourrais corder cette raquette. Et bien voilà, il s'agit ni plus ni moins que de la dentifrice, de la brosse à dents, pardon, à mon fils. Alors, ovale, les cheveux sont en bas et ce que je fais, je l'enserre là, dans le port, et de là, je la bloque avec la main, et de là, je tire, hop, elle est bien bloquée là. J'espère que ça se voit bien. La corde, elle est parfaitement alignée, et de là, je replace ma pince, je bloque le plateau, je relâche. Voilà, ça, premier outil. Après, selon les machines que vous utilisez et la disposition du plateau, vous pouvez tomber sur plusieurs angles. À voir vos machines. Mais là, je pense que vous comprenez pourquoi cette raquette elle est si difficile à corder. Si j'allais être sur une ancienne, ça allait se faire tout de suite, mais dans ce cas-là, non. Alors, je vais vérifier ce qui se passe avec lui là. Alors, là, normalement, puisqu'on est sur une traction linéaire, la raquette aurait dû rester comme ça. Là, je peux calculer ici, je ne sais pas si ça se voit, j'ai l'option pour le blocage du plateau. D'accord? Et là, je l'ai bloqué. Mais je pense que je peux forcer un tout petit peu plus l'angle et je me le bloque ici. D'accord? Et là, tout simplement, je replace ma corde, je tire, je force pas trop l'angle parce que les moteurs, ils détestent à faire ça. Et la première fois quand j'ai cordé une, j'ai entendu un drôle de bruit, genre le moteur qui me disait tu me fais plus jamais ça, je ne suis pas du tout content. Et je lui ai dit ok d'accord, je vais arrêter. Et j'ai dû trouver ce truc-là de blocage du plateau, ou sinon encore mieux de cette brosse à dents. Et là, à nouveau, voilà, je vais dans ce sens-là. Je vais encore une fois insister sur cette brosse à dents. Là, je pense que ça se voit bien. D'accord? Je l'enserre jusqu'à là. La surface, elle est lisse et je vous assure qu'elle ne va pas produire de l'usure ou elle ne va pas m'abîmer la corde. Hop, ça, juste pour vous la montrer encore une fois. Et puis j'avance. Hop, hop. Et une autre. En plus, je suis un peu pressé parce que je fais cette vidéo pendant ma pause. Et c'est 11h27 et je dois commencer le travail dans 15 minutes. Heureusement que j'ai le boulot à côté. Donc là, je bloque le plateau à nouveau. Je m'assure qu'il ne bouge pas trop. Hop, je remets ma corde. Je l'aligne, je la règle à ce qu'elle soit parfaitement droite. Je relâche. Je relâche le plateau aussi. Bon, il y a un petit savoir-faire là parce qu'il faut prendre tout en considération. Relâcher le plateau, relâcher la dentifrice, relâcher le moteur. Il y a pas mal de trucs à relâcher, mais moi franchement je me régale. Je me régale à l'accorder et finalement c'est pas infaisable. On va voir si
suis sur le même angle à nouveau. Ok, je vais vous montrer l'autre. Donc là, je vais me mettre la corde ici. Et l'autre possibilité que j'ai, c'est tout simplement, je prends mon plateau, je le tourne manuellement, je me mets contre, je relâche, je replace ma corde tout de suite et je reviens clipser et puis je relâche. C'est quelque chose, à la limite, je préfère bloquer le plateau que de faire ça. Je vous l'ai montré comme option, mais je préfère carrément serrer la brosse à dents que de faire ça. Donc, pour moi, le blocage du plateau reste ma solution préférée. Et la dentifrice, j'ai quelque chose moi, avec la dentifrice, la brosse à dents. Hop. Donc ici, à nouveau, je me calcule l'angle, je bloque le plateau. Là, on est bien droit, je remets ma corde. Hop, voilà, super. Je viens, hop, je relâche et je continue. Bien sûr, toujours une corde d'avance pour que je puisse aller un peu plus vite. Hop. Alors, un petit astuce. Là, je bloque à nouveau. Je tends. Essayez, si vous cordez, essayez de bouger le moins possible autour de la machine à corder ou autour du plateau. Il faut trouver une solution pour rester là et bouger d'un pas plus. Un pas en avant, un pas arrière. Il ne faut pas faire le tour de la machine parce que vous allez perdre du temps. Et ça va vous rendre la vie un peu compliquée. Après, moi je fonctionne sur le principe que le temps, pour moi, il n'est pas quelque chose d'important. Je préfère mettre plus de temps et de faire quelque chose du bien que de me dépêcher et faire quelque chose à l'arrache, si vous voulez, comme on dit. C'est pas le but pour moi quand je corde une raquette, donc je préfère prendre mon temps. De toute façon, j'arrive à mettre 20 à 25 minutes là, pour corder une raquette. Et si j'accélère, je pense que je vais être sur les 18 minutes. En tout cas, les montants pour que je les pose, ça ne me prend pas plus de 7 minutes. Donc si je fais 7 plus, allez, 7 plus 12 minutes là, pour les travers, oui, je vais être aux alentours de 18 à 20 minutes. Ça dépend. Donc ici, la même chose, j'ai bloqué le plateau. Hop, je tire, je replace tout de suite la corde. Allez, zou. Hop, et voilà. Débloque le plateau. Je fais mon pas en arrière pour laisser la raquette et rien de plus. Et ici, je pense que la corde, je la vois qu'elle bouge. Donc, ça veut dire que moi, j'ai fait une petite bêtise. Et je l'ai fait juste ici. Quand j'aurais dû passer dessus et pas dessous. Donc là, on recommence. Allez, hop. Voilà. Des petites erreurs là qui arrivent à tout le monde et du temps perdu. Mais c'est pas grave. Hop. Arriver avec elle ici. Une. Et encore une. C'est là. Ouais, elle va partir dans le bon sens. Alors, petite astuce pour passer mieux la corde, faites-y un petit angle ici. Et puis quand vous allez la coucher, elle va passer plus vite entre les cordes. Que ça soit d'une côté ou de l'autre. Je ne sais pas si ça se voit bien sur la caméra. Mais voilà, ça c'est le petit angle qui, ça me permet d'être un peu plus rapide. Ok, celle-ci. Est-ce que là vers la fin, vous voyez, là, j'ai plus besoin de faire le quoi que ce soit parce que l'angle naturel de la raquette change et ça va me faire l'opposé. Et là, c'est la raquette qui va me donner l'angle parfait pour que je puisse l'accorder, pour que je puisse
tenir le cadre. Et je pense que c'est un peu tout. On a passé parce que c'est d'ici, c'est cette portion-là à partir de la quatrième. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jusqu'à la 14e, ça pose des problèmes. À partir de la 14e, on rentre sur un cordage normal. Donc là, je suis en train de me placer sur un trou normal, pas protégé par un jonc, c'est toujours le trou dans le cadre. Hop, hop. Et là, je me retrouve à l'opposé où j'avais un trou normal ici et un port haut. Donc là, ça change. Je vais l'avoir le port haut ici et le trou normal ici. Pour qu'on puisse la faire. Hop, je retire la corde et go. Ouais, puisqu'on était sur ça, je me suis mis au mauvais endroit. C'est pas grave. Il faut que je la mette toujours dans son petit port là. Ok. Encore une. MSV Focus X aujourd'hui, tension 23-22. J'ai une nouvelle bobine Kirschbaum Competition. C'est un cordage qui, justement, il est conseillé pour ce type de plante de cordage qui, dans ce cas-là, c'est du 16-18 sur cette raquette. C'est un cordage qui est au moins annoncé pour des raquettes avec des plans de cordage assez ouverts. Donc, ça pourrait être intéressant de l'utiliser. Moi, je reste avec mon MSV. Sur cette raquette au moins, sur les autres, moi j'ai choisi mon cordage et c'est le Yonex Polytour Pro et ça peut changer, ça peut varier avec, le Signum Pro Experience. Donc c'est ces deux-là et encore Headlinks, il sera aussi bienvenu parce que c'est un très très bon cordage. Surtout que moi, je suis fan plutôt du côté soft des cordages et pas côté rigide. Même là, si c'est un Focus X, c'est un Focus X soft, c'est pas un Focus X, c'est pas le Focus X normal. Il n'y a pas grand-chose comme différence, on arrive à la sentir, on sent une légère souplesse supplémentaire par rapport à ce que l'autre il m'apporte, mais bon, allez. Et on est arrivé à la dernière corde. On est là. Je vais regarder. Là, j'ai le petit marquage avec l'emplacement du nœud. Donc, 22 plus 4, ça fait 26 sur le nœud que je fais. Hop. Ça m'a perturbé un peu le 16-18 parce que si c'était le 16-19, j'allais finir le nœud ici. D'habitude, je le finis ici sur les raquettes, mais dans ce cas-là, c'est de l'autre côté. Et ça, c'est mon endroit du nœud. Je vais couper un tout petit peu. Hop. Je me laisse juste un bout de corde pour que je puisse faire le nœud. Il est où? Voilà. Une boucle. Je refais la boucle. Je passe par la première boucle. Vous devrez connaître déjà les nœuds. Je vous les ai présentés. Je vous ai les présentés dans une de mes premières vidéos. Et si vous voulez les revoir, je vous invite à nouveau à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Comme ça, vous allez pouvoir reprendre les nœuds. Bon, ici, c'est fini. Là, je vais aller chercher mon premier travers. Ok, je vais faire même une double traction, m'assurer qu'il est bien en place. Je viens là, je relâche ici, je relâche ici. J'essaye de rentrer cette corde. Hop. Voilà, ça c'est l'endroit indiqué pour faire l'autre nœud. Hop. Celle-ci, encore une fois, dans les deux boucles, j'attrape.
Hop, je tire fort, pas si fort sur le deuxième. Hop, je bloque là, je relâche ma pince et j'ai fini. Voilà mes chers, ça c'est le cordage d'une Prince O3. Je remets mes montants puisque c'est les montants qui m'intéressent et qui bougent avec le mouvement des pinces. Donc je les remets à leur place. Et voilà. Les travers, moi j'ai pas de problème avec. Tous les travers sont parfaitement alignés de la manière dont je corde. Donc il n'y a pas besoin d'intervention sur ces travers. Et c'est encore plus important et plus intéressant puisqu'on ne perd pas de tension pendant le cordage. Voilà. Ça c'est la petite raquette. Elle est faite. Jusqu'à la prochaine. Je vous souhaite un bon Roland Garros. D'accord. Régalez-vous à la télé. Et bon match.